Rodrigo Iprimni et je suis colombien, je suis professeur à l'Université de la Colombie et je suis aussi membre de la Commission internationale de juristes et une ONG qui travaille sur les droits humains et un centre de recherche qui s'appelle. Et en ce moment, je suis aussi membre du Comité de droit économique et socio-culturel des Nations Unies. Le comité, comme vous le savez, a essentiellement trois fonctions. Et a une fonction générale qui se dédouble en différentes fonctions spécifiques. La fonction générale est de monitorer comment les États doivent accomplir envers les droits économiques, sociaux et culturels. Et pour cela, le comité fait d'une part des dialogues constructifs avec les États, d'après les rapports que les États présentent et les rapports présentés par les organisations de la société civile, et le comité fait des conclusions et des recommandations sur ces rapports. Le deuxième est la rédaction des commentaires généraux, des observations générales, et qui sont la systématisation de la part du comité de sa doctrine envers un droit ou envers un certain sujet, comme celui dont on parle aujourd'hui, le rapport entre la terre, le droit sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels. Et le troisième, c'est la résolution de cas concrets ou de ce qu'on appelle des communications, et étant donné que le protocole qui permet aux personnes des États qui ont ratifié ce protocole de présenter des cas au comité se rapportant à des violations des droits économiques, sociaux et culturels. Et moi, je travaille sur les trois sujets. Je participe dans les dialogues constructifs avec l'État et pour faire les observations finales concernant les États et avec mes collègues. Et c'est un dialogue intéressant de voir quelles sont les positions de l'État, quelles sont les positions du comité, quelles sont les positions des organisations de la société civile pour essayer d'aboutir à des recommandations qui soient en même temps fortes, concrètes et que les États puissent accepter et mettre en œuvre. Le deuxième, c'est que moi, je suis le coordinateur concernant le groupe de travail, le working group, qui travaille sur les communications. Et donc, j'ai été en charge de l'élaboration de certains c'est pas vraiment des arrêts parce qu'ils sont pas strictement obligatoires, mais elles ont l'air d'un arrêt judiciaire et qui ont été les réponses aux différentes communications qu'on a reçues au cours des 4 ou 5 dernières années. Et donc, c'est une tâche très intéressante parce que c'est voir dans des cas concrets, pas comme dans les États et la conversation avec les États, que c'est la vision générale, mais de voir dans les cas concrets d'une personne spécifique comment mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels vis-à-vis de cette personne ou ce groupe de personnes. Ça a à voir avec la discussion si ce sont des droits justiciables ou non. Et je crois qu'avec notre travail, nous montrons qu'on peut avoir une justiciabilité raisonnable concernant les droits économiques, sociaux et culturels. Et la troisième, c'est par rapport à ces observations générales, j'ai eu la chance d'être dans une période où le comité a approuvé déjà. Moi, je suis au comité depuis 6 ans et j'ai eu la chance que dans ces 6 ans, nous avons approuvé 4 observations générales et 2 observations générales sont en cours. Les 4 observations générales que nous avons approuvées, c'est le droit à un travail, le droit à un travail digne. Nous avons approuvé aussi
l'observation générale concernant le droit à la santé sexuelle et reproductive, et qui est, disons, un sujet très controversé dans certains États. Et nous avons approuvé aussi l'observation concernant le rapport entre entreprises et droits économiques, sociaux et culturels. Et finalement, il y a un an, nous avons approuvé aussi l'observation générale concernant ce qu'on appelle le droit à la science. Et ce sont des sujets de pointe. Et donc, ça a été très intéressant de pouvoir contribuer à ces observations. J'ai été un des rapporteurs sur l'observation générale de droit à la science. Et en ce moment, nous sommes dans cette observation sur le rapport entre terre et droits économiques, sociaux et culturels, et aussi une qui est en cours, qui est l'observation générale concernant le développement durable et les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, pour moi, ça a été très intéressant de... Moi, j'avais déjà une expérience judiciaire parce que j'ai fait partie de la Cour constitutionnelle, mais de faire partie d'un organisme international d'experts indépendants provenant de toutes les parties du monde, avec des cadres juridiques différents comme la Chine et le Maroc, la Colombie, l'Allemagne, et d'essayer d'arriver à des consensus et de construire des consensus sur des sujets parfois difficiles et entre 18 personnes avec des backgrounds tellement différents. Dans les conversations avec les États, il y avait 3 ou 4 sujets concernant le droit, disons la terre qui revenait sans cesse. Le premier, c'est le rapport entre la terre et les droits des peuples autochtones. Parce que si on reconnaît le droit à l'autodétermination de ces peuples, le droit à leur identité culturelle, ces droits sont très fortement liés au droit à la terre de ces communautés. Le deuxième, c'est les problèmes d'environnement. C'est-à-dire, même si le pacte de droits économiques, sociaux et culturels n'a pas un droit spécifique à l'environnement qui n'a été reconnu, même dans le site des Nations Unies, il n'a pas encore été reconnu spécifiquement. Et le comité considère que les problèmes d'environnement sont intimement liés avec d'autres droits, par exemple le droit à un niveau de vie adéquat ou le droit à l'eau. Et donc, lorsqu'on traite de ces droits, il y a toujours les problèmes de contamination des terres, par exemple, par des pesticides et par des exploitations agricoles qui utilisent trop de chimiques et donc génèrent des contaminations. Donc, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est lié, très strictement lié au droit au logement. Et je ne sais pas la parole en français, mais le problème des évictions forcées. Et donc, c'est un problème récurrent dans beaucoup de pays. Et le quatrième problème, c'est, disons, mais le problème d'accès à la terre et des populations paysannes qui ont des problèmes dans des sociétés où il y a une distribution très inégalitaire de la terre et donc ont des problèmes d'accès à la terre et cela affecte leur droit, par exemple, à un niveau de vie adéquat. Donc, ce sont ces problèmes qui sont les récurrents. Celui que l'on commence à traiter de façon plus de plus en plus souvent au cours des dernières années est lié au problème du changement climatique et l'impact du changement climatique sur les problèmes de la compétition pour différents usages de la terre, etc., etc.
le comité a commencé à faire dans le dialogue avec les États, à faire à poser des questions de plus en plus critiques concernant le changement climatique il y a seulement 4 ou 5 années. Et parce que le comité a compris que le sujet du changement climatique était aussi une problématique affectant les droits humains et les droits économiques, sociaux et culturels en particulier. Et, pour des raisons très claires. Et cela a des impacts, par exemple, sur le droit à l'alimentation, lorsque le changement climatique occasionne des tragédies naturelles qui ont un impact sur des populations qui donc perdent leurs terres, etc., etc. Et donc, on a commencé à poser ces questions et on a eu non beaucoup, mais une certaine résistance de certains États qui disaient c'est pas votre boulot. Et parce que pour le changement climatique, on discute ces sujets quand on est dans l'accord de Paris. Mais ici, on parle des droits humains et des droits économiques, sociaux et culturels. Donc, le premier défi qu'on avait, c'était de montrer que les obligations concernant le changement climatique ont à voir et aussi avec des obligations de droits humains et l'obligation des États de mitiguer le changement climatique ou l'obligation donc de contribuer à que le changement climatique soit moins sévère ou d'adapter leur population pour éviter les méfaits du changement climatique sur leurs droits. Et donc, on a commencé à faire des questions sur ce sujet. Et le deuxième rapport est l'importance que les États suivent leurs obligations concernant le changement climatique aussi en respectant les droits humains. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut avoir des mesures qui semblent bien orientées pour mitiguer le changement climatique, mais qui ont des effets très problématiques sur les droits des populations sur le terrain. Par exemple, on dit, bon, je vais passer à de l'énergie plutôt hydraulique, parce que l'énergie hydraulique n'affecte pas le changement climatique. Je vais faire un grand barrage, mais si pour faire ce grand barrage, il se trouve qu'il y a des populations paysannes ou des populations autochtones, donc je dois le faire de façon que je respecte les droits à la terre de ces populations. Alors je crois que par différents mécanismes, il y aura un rapport très étroit entre les problèmes de changement climatique, le problème général des droits économiques, sociaux et culturels et le problème de la terre. Je vais en signaler seulement 3. Premièrement, le changement climatique va augmenter la concurrence pour les différents usages de la terre, parce qu'il y aura moins de terre, et surtout dans certains pays très vulnérables au changement climatique. Et deuxièmement, ceci implique des obligations des États de combattre et mitiguer le changement climatique et d'adapter leur pays à ce changement. Et troisièmement, ceci doit être fait de façon que les États respectent les obligations, les droits des populations sur le terrain, à la terre, et notamment les paysans et les groupes ethniques, les populations autochtones. On peut, je peux faire référence, disons, à des situations générales et des situations plus particulières. Des situations générales, on peut utiliser, par exemple, le cas de la Colombie. Et dans le cas de la Colombie, il est assez clair que le conflit armé que la Colombie a subi au cours des dernières décennies est très étroitement lié à
l'accès inégalitaire à la terre. Et c'est une des sources, pas l'unique, mais c'est une des sources. Et donc, on voit que des problèmes d'accès à la terre alimentent un conflit armé, et ce conflit armé implique des violations très graves aux droits humains et aux droits internationaux humanitaires. Donc, c'est un mécanisme. Et la deuxième, c'est les cas de grands investissements, soit pour des grandes œuvres, par exemple des barrages, ou pour des industries extractives qui sont faits sans respecter, par exemple, le droit à la terre et le droit à l'autodétermination des peuples indigènes, parce qu'il n'y a pas eu l'adéquate consultation préalable ou le respect à leur territoire. Et sur ces cas, il y a beaucoup d'arrêts, par exemple, de la Cour interaméricaine des droits humains concernant ce genre de violation. Et il est inévitable de parler de la pandémie et de COVID-19. Et moi, je crois que sur ce point, notre comité a fait 2 déclarations sur l'importance de faire face à la pandémie et en tenant compte des obligations des États concernant les droits humains en général et les droits économiques, sociaux et culturels en particulier. En particulier, et tenant compte que moi je crois qu'un des problèmes, une des controverses essentielles qu'on vit en ce moment, c'est le problème de l'accès à un vaccin, qui soit un accès équitable et universel. Moi, je crois que cette situation, mais si on tient compte de l'universalité des droits humains et des obligations des États concernant les droits humains, qui ne sont pas seulement pour leur population, mais aussi des obligations extraterritoriales, moi, je crois qu'il y a 2 problèmes que je voudrais mettre en relief. Le problème de la propriété intellectuelle, le régime de propriété intellectuelle et comment il affecte cet accès, parce qu'il y a des problèmes de provision, parce que seulement les industries qui ont la propriété intellectuelle sur ces vaccins permettent de produire. Et donc, nous avons maintenant un problème de shortage, un problème d'offre. Et deuxièmement, un problème d'accès, parce que donc, pour certains pays, l'accès va être très difficile à cause des prix. Et le deuxième, l'extrême nationalisme sur le problème du vaccin, où l'Union européenne n'a pas montré sa meilleure figure. Le fait que l'Union européenne soit préoccupée essentiellement d'assurer les vaccins à la population de ces pays, que c'est une préoccupation qu'on peut comprendre, et devrait aussi être accompagnée d'une position plus forte de l'Union européenne envers la discussion de propriété intellectuelle afin de permettre un accès universel et équitable aux vaccins dans tout le monde. Moi, je crois que malgré le conseil que je donnerais, c'est qu'il cherche quelle filière est celle dont il se sentent les plus confortables et les plus compétents en termes politiques et techniques. Et parce que ce que je dis, je crois que l'avantage du domaine des droits humains, c'est qu'il ouvre des différentes filières, pas incompatibles entre elles, mais des différentes filières, et qu'on doit chercher où l'on se sent confortable, soit non moins
j'aime être près des communautés, près des personnes sur le terrain. Moi, je veux être partie d'appuyer juridiquement un mouvement social ou être partie d'une organisation de droits humains, etc. D'autres, par exemple, préfèrent plutôt l'analyse académique qui peut sembler un peu froide, mais qui parfois est essentielle parce qu'elle donne les outils nécessaires à ce genre de lutte. Et d'autres préfèrent être dans le domaine diplomatique ou dans la carrière judiciaire. Et je crois que l'avantage des droits humains, c'est qu'ils donnent une perspective et des instruments pour dans ces différents domaines essayer de faire une différence en faveur de la dignité humaine.